Je vous remercie infiniment d'être venu ici ce soir en bravant le froid et l'ennui, toujours possible. Mais je vous promets, nous vous promettons tout sauf de l'ennui, même si le sujet est à vrai dire fort sérieux et passionnant. Rien moins que l'avenir du monde, celui de la France. Restons simples. Vous êtes réunis ce soir pour assister à une naissance, celle d'un nouvel objet singulier dans le ciel de la recherche et du Conseil stratégique français. La naissance de Géopragma, c'est son nom, pôle français de géopolitique réaliste, j'ajouterais opérationnel, mais ça va un peu de soi. Nous sommes un think tank, mais surtout ce que j'appelle un action tank. Parce que parler ne suffit plus, parce qu'agir à bon escient requiert de la hauteur de vue, de cœur, une grande liberté de pensée et aussi une masse critique humaine. Bref, il était quand même temps de se rassembler. L'action sans la vision est vouée à l'échec, à la posture, à l'insignifiance. La vision sans l'action demeure une utopie. Et nous proposons ici de lier les deux, mais en cessant de confondre vision et dogme. Rigueur, humilité, doute, empathie et souci de ce qui peut apporter non le bien, mais déjà un mieux aux situations de crise, de conflit, de concurrence, d'antagonisme, sont nos petits cailloux blancs. Mais évidemment, vous m'avez vu, je ne suis pas une petite poussette et je ne goûte pas la solitude, parce que seul on n'arrive jamais à grand-chose. Je me suis donc entourée pour structurer cette aventure qui me tient très à cœur, de compagnons éclectiques, vous allez le constater, mais très sûrs. Ils ont en commun un amour profond de notre pays, un regard singulier et libre sur le monde, les hommes, la conflictualité, des expériences de vie et des expertises thématiques ou géographiques riches et reconnues. Vous les entendrez chacun. Ensemble, nous formons désormais un noyau que nous vous appelons ce soir à rejoindre et à soutenir. Notre initiative est basée sur un quadruple constat, celui d'une urgence, d'un manque, d'une ambition et d'un momentum, d'une fenêtre de tir qu'il ne faudrait pas manquer. Là, c'est un peu la colonelle de réserve qui parle, mais vous me pardonnerez. Une urgence parce que la France vit en vase clos stratégique et le risque est devenu assez grand de notre déconnexion mentale et concrète par rapport à un monde dont les grands équilibres se restructurent de plus en plus souvent sans nous. Certains espèrent sans doute encore la France, mais on ne nous attend pas, on ne nous attend plus. En géopolitique aussi, il y a des effets de seuil. Seuil de puissance, seuil d'influence, qui, une fois atteints, rendent l'abaissement stratégique automatique et irrattrapable. Or, depuis le tournant du siècle, la marge du monde nous administre en continu des preuves assez humiliantes d'une marginalisation progressive qui n'est plus seulement regrettable, mais désormais dangereuse. Alors pourquoi sommes-nous marginalisés ? À mon avis, mais je pense qu'ici tout le monde le partage, car notre politique étrangère s'est égarée depuis près de 20 ans dans des utopies moralisantes, déconnectées du réel, puis s'est finalement perdue en cédant à des tutelles mentales, normatives, qui nous rassurent à tort, et aussi en cédant à des rapprochements stériles, indéfendables et dangereux pour la sécurité même des Français. Nous sommes donc désormais en marge, un peu hors sol, sur tout un ensemble de sujets, pourtant cruciaux pour notre avenir en tant que nation, et ce n'est pas un gros mot, comme pour nos zones d'influence traditionnelles. La situation actuelle au Moyen-Orient n'est que l'un des théâtres de cette brutale rencontre entre nos utopies idéologiques et la réalité humaine et politique d'une région récalcitrante à notre volonté. Les démembrements espérés sont en échec, les dictateurs sanguinaires toujours vivants et populaires, les rebelles de faux démocrates mais de véritables terroristes. Bref, les faits sont têtus. Et les peuples comme les États résistent partout à leur arrasement
programmée. C'est un cinglant démenti pour notre volonté de puissance et pour l'ambition occidentale du régime change ou d'un avènement planétaire de la démocratie, selon nos canons. Cette tonitruante irruption du réel nous place face à un choix assez cornélien. Persister dans l'aveuglement, s'entêter dans nos erreurs d'appréciation, préférer la fuite en avant à quelques mea culpa salutaires, en jugeant suffisant des succès d'image ou une nouvelle posture pragmatique, ou bien oser la remise en cause, modifier drastiquement une attitude, une décision, une orientation pour obtenir une crédibilité durable. On ne perd pas la face si l'on reconnaît une erreur, mieux encore si c'est une faute, à vrai dire. C'est en s'entêtant qu'on est ridicule et qu'on se met hors jeu. Le déclassement est donc tout sauf une fatalité. Et ici, nous sommes fort optimistes. Alors que nous manque-t-il? Une lucidité, une cohérence, une audace. Il faut retrouver nos fondamentaux stratégiques et les promouvoir. Mais pour reconstruire cette vision stratégique, qui pour l'instant s'anesthésie toute seule et se confie dans des réflexes idéologiques de pensée, il faut proposer des analyses indépendantes sur une base réaliste. Une vision pour l'action, donc, ancrée dans le réel et dans ses possibles. C'est pour nous un impératif civique, une œuvre d'utilité publique. C'est ainsi que nous concevons notre initiative ce soir, ouverte aux besoins institutionnels, mais aussi aux nécessités d'entreprises, notamment françaises, désireuses de prendre leur place dans le nouveau monde et de développer leur présence et notre rayonnement collectif. Alors, quelle est notre ambition? Le président de la République a compris que l'heure du retour au réel avait sonné. Il a pris un certain nombre d'initiatives très heureuses en la matière et il a amorcé un tournant pragmatique. Lors de la dernière conférence des ambassadeurs, à la fin de l'été dernier, il a aussi clairement exprimé son souci de défendre les intérêts de la France et des Français. Désireux de servir la renaissance stratégique de notre pays, et bien qu'il soit déjà très entouré et conseillé, nous avons envie de contribuer à ce nouvel élan et de le prendre au mot. La France doit se préoccuper de ses intérêts nationaux? Chiche! Nous allons pour commencer lui proposer d'en définir les contours selon notre regard géopragmatique. Nous pouvons sans doute lui fournir une autre matière à penser, à décider, complémentaire, peut-être dissonante parfois, mais toujours avec l'idée d'un appui au déploiement d'une politique étrangère audacieuse, marquée du sceau de la cohérence qui, seule, lui garantira crédibilité et popularité à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi maintenant, enfin ? Car il n'est jamais trop tard, et surtout parce que le rapport de force actuel en Europe, et aux États-Unis notamment, nous offre une fenêtre de tir étroite, très provisoire, qu'il nous faut exploiter sans plus attendre. Nous avons donc réuni un certain nombre de personnalités connues pour leur liberté de ton, de pensée, leurs expertises de très haut niveau, conjuguer nos forces, afin de proposer un pôle d'intelligence stratégique alternatif. Il s'agit d'agréger au sein de Géopragma, à cette plateforme donc d'innovation stratégique, on pourrait l'appeler comme ça, des individus compétents, mais qui sont souvent isolés au sein d'un écosystème, je dirais, médiatico, politico, administrativo, académique, qui entend durer naturellement et compter, mais qui oublie parfois qu'il est quand même surtout là pour servir. Parce que nous ne sommes pas seuls à partager les convictions et l'approche que je vous expose ce soir. Chacun de nous, ne serait-ce que cela, en connaît déjà un certain nombre d'autres. Nous appelons donc tous ceux qui se reconnaissent dans notre démarche à prendre contact avec nous, à nous retrouver et à former cette masse critique qui est indispensable pour amorcer une révolution stratégique à la fois doctrinale et concrète. Notre approche est en effet adogmatique, idéologique. On avait pensé à un leitmotiv pour Géopragma, anti-dogma, anti-doxa, pro-statera, enfin, que je pourrais traduire par anti-dogme, anti-pensée dominante, pour la recherche de l'équilibre. Parce que pour retrouver notre ADN stratégique, c'est un peu le sujet, il faut sortir des fantasmes. Il faut cesser de parler de lignes rouges paralysantes pour trouver plutôt un fil rouge, une boussole, une cohérence, qui porteront notre crédibilité et préserveront nos intérêts comme nos valeurs, qui sont en fait les deux faces de la notion d'intérêt national.
Nous avons donc chez Géopragma le manichéisme et le dogmatisme moralisateur en horreur, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que notre approche est fondée sur un paradoxe qu'on ne peut plus ignorer. C'est que l'idéalisme moralisateur, qui a cours depuis 30 ans maintenant, est inefficace et finalement humainement beaucoup plus destructeur que le pragmatisme éthique. Le cynisme des bons sentiments fait quand même des ravages depuis 30 ans, des ravages humains, qui ont plongé l'Occident dans un discrédit moral et politique profond, d'où il est urgent de l'extraire, parce que le monde, entre-temps, bouge. Nous ne sommes en conséquence, et je veux que ce soit bien clair ce soir pour chacun de vous, et pour ceux qui nous écouteront, ni pro, ni anti, ni man, ni phobe, qui ou quoi que ce soit. Nous sommes certainement pro-France, évidemment, mais c'est tout. Nous travaillons strictement sur le réel, sur la patte humaine, ni sur les images, ni sur les projections mentales. Nous croyons aux vertus du dialogue, du respect, de la coopération en matière internationale, mais sans position de surplomb, parce que la posture du donneur de leçons n'est plus seulement inaudible pour nos interlocuteurs, elle est spectaculairement contre-productive. C'est cela le réalisme. Et c'est tout sauf cynique ou inhumain. C'est précisément le contraire. Géopragma aura plusieurs piliers d'activité et proposera à ses membres et ses soutiens divers types de services selon des formats très différents, des rencontres avec des hommes qu'on ne rencontre pas, des séminaires restreints autour de problématiques structurantes. Il y aura donc une partie études et réflexion qui sera largement ouverte aux contributeurs extérieurs et mêlera la géoéconomie, l'anthropologie, la philosophie politique, la doctrine stratégique, parce que c'est le cloisonnement des disciplines et l'inhibition intellectuelle qui limitent la réflexion et l'inventivité. Mais nous mettrons aussi notre énergie, nos réseaux, nos compétences au service de nos entreprises et de leur développement, parce que les affaires n'ont jamais été aussi géopolitiques. Et là aussi, le goût de l'autre, l'intelligence de situation, l'appréhension politique et culturelle fine, ancrée dans le temps, font la force des réseaux qui permettent de nouer des partenariats économiques durables et fructueux. Alors nous avons besoin de vous, de votre appui matériel, naturellement, de votre participation intellectuelle active à la constitution de ce pôle de ralliement des consciences, des pensées et des volontés qui, je l'espère, est appelé à compter parce qu'il répond à un besoin profond. Mais le goût des choses, leur saveur, c'est évidemment de les partager. Et je vais donc céder maintenant la parole à nos 7 autres membres fondateurs pour que chacun d'eux vous exprime pourquoi il est entré dans cette aventure et ce qu'il en attend. Alors vous n'aurez pas droit, évidemment, ce soir, enfin vous aurez juste des flashs thématiques et géographiques parce qu'on n'a pas le temps, et ça vous lasserait, de faire ici en quelques minutes un tour du monde des problématiques. Mais je vous laisserai en vous disant qu'il faut savoir que nous ne nous interdirons rien, aucun sujet d'étude, aucune question brûlante, gênante, taboue, ne nous effraie, ni ne nous arrêtera. La matière est totalement infinie. Je cède tout d'abord la parole à notre vice-président Hervé Juvin et je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Chère présidente, chère Caroline, merci de me donner la parole. Qu'ajouter après ce que vous avez indiqué? Jacques Lacan disait « Le réel est ce qui est insupportable ». Je partage votre opinion. Je pense qu'en effet, le réel est notre premier problème politique. J'ai passé bientôt plus de 15 ans à travers de nombreux livres que certains connaissent, à essayer de traquer le réel et à essayer de traquer ce changement fondamental de notre condition humaine et de notre condition politique, qu'est l'individualisme systémique, l'idéalisme occidental, qui conduit à cette chose très simple: quand le monde ne ressemble pas à la théorie ou à la belle histoire qu'on en raconte, il faut détruire le monde plutôt que de s'adapter à lui.
J'essaierai d'être très concret pour définir ce que nous allons essayer de faire au sein de Géopragma. Nous allons essayer de réconcilier la France avec la réalité du monde tel qu'il va, réconcilier la France qui a des intérêts, qui a des acteurs publics et privés pour faire avancer ses intérêts, qui a des alliés, des amis, des adversaires, des ennemis, et qui doit savoir les nommer, sinon et ses entreprises et ses projets politiques échoueront. Soyons très concrets, qu'allons-nous essayer de faire? Par exemple, et je m'en tiendrai beaucoup au sujet des entreprises, non seulement le monde ne marche pas dans les clous qui lui ont été tracés par l'uniformisation planétaire, la démocratie universelle, la conversion générale aux droits de l'homme version occidentale. Je vois partout l'insurrection de la différence et je vois partout la remontée de l'histoire longue, du fait ethnique, du fait religieux, des frontières, et de cette demande fondamentale de l'être humain qu'est sa liberté politique, la liberté de décider entre nous de nos lois, de nos mœurs et de nos coutumes. Comment les entreprises françaises ou européennes, soumises au dogme des droits de l'individu, peuvent-elles éviter d'apparaître en décalage absolu avec, par exemple, le renouveau de l'Hindutva en Inde, la plus vieille tradition combinée avec la plus extrême modernité? Comment peuvent-elles être à l'aise dans ces Balkans où l'histoire longue est en train de reprendre toute sa force? Comment peuvent-elles être à l'aise dans une Asie qui, elle aussi, cherche dans son histoire longue les moyens de ne pas se dissoudre dans la modernité? Deuxième élément, je l'avoue devant tous, je suis breton. Je suis confronté aux demandes de ces petites et moyennes entreprises bretonnes qui, en totale conformité avec les embargos, avec le régime des sanctions imposées, se trouvent dans l'incapacité de maintenir une quelconque activité avec la Russie, tout simplement parce qu'aucune banque française, une fois qu'elle voit le nom Russie, n'accepte d'aller plus loin. Je pourrais dire la même chose au sujet de l'Iran, au sujet du Soudan, demain probablement du Liban et de combien d'autres. Être confronté à cette situation suppose de partager des expériences, de mettre en commun des expertises ou des pratiques et de pouvoir mutualiser un certain nombre de choses. C'est à la même plateforme ou c'est au même sujet de partage d'expériences, dans la discrétion qui va de soi, de recherche avec les pouvoirs publics de moyens de contre-attaque ou de dissuasion, qu'il faut travailler avec les entreprises françaises face à l'extraterritorialité du droit américain et face à ce qu'il faut bien appeler le racket du Department of Justice américain. Vous savez qu'aujourd'hui, au sein des dirigeants des entreprises françaises du CAC 40, la question n'est pas des 9 milliards payés par BNP Paribas, du dépeçage d'Alstom et de quelques autres. La seule question pertinente, c'est quels sont les prochains sur la liste? Quelles sont les prochaines entreprises françaises dont les poches sont assez profondes pour que justement on aille leur faire les poches et qu'en plus peut-être on puisse donner le prétexte à de juteuses opérations pour des banquiers d'affaires en mal de grosses opérations. Exemple identique de réflexion partagée. Nombre de grandes entreprises, de PME, voire de beaucoup plus petites entreprises sont en train de se dire « Et si pour nous mettre à l'abri, nous travaillions en yuan ? Et si pour nous mettre à l'abri, nous évitions une quelconque contagion des systèmes nord-américains, des puces, d'Internet, des hébergeurs, du cloud, etc. » Ce sont manifestement des sujets d'intérêt public et d'intérêt national sur lesquels aujourd'hui aucune réponse collective n'est apportée. J'aborderai deux derniers sujets toujours aussi concrets. Nous voyons bien ce que nous compte aujourd'hui l'échec du rapprochement des deux géants de l'audit français. J'ai essayé d'y participer il y a désormais beaucoup d'années. Ah, si Salustro, Redel et Mazars avaient fusionné. Ah, si nous avions un géant de l'audit de taille internationale, voire mondiale en France. Eh bien, c'est un vrai sujet. Est-ce que la commande publique,
Est-ce que la préférence nationale pour des cabinets d'audit, des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil, mais aussi pour des structures d'autre nature, en intelligence artificielle, en traitement massif de données, etc. Rappelez-vous l'échec du cloud français. Est-ce que l'accord ou l'alliance sur ces sujets des pouvoirs publics et des acteurs privés n'est pas susceptible de servir non seulement l'intérêt national, mais de servir notre sécurité à tous? Et j'ajouterai un dernier mot. Quand je regarde ce qui se pratique de manière ouverte ou moins ouverte chez nombre de nos concurrents, n'y a-t-il pas matière à créer en France cette sorte d'advocacy center où sur des sujets stratégiques, tous les intérêts publics et privés et tous les dépositaires de l'autorité publique ou des intérêts privés sachent s'aligner parce que ce sujet est d'une importance vitale pour la France ou pour l'Europe. Pour réussir tout ça, il faut non seulement renouer avec le réel, mais il faut organiser une plateforme où des expertises ou des compétences se rencontrent. Une plateforme où, dans des cadres qui peuvent être discrets, des partages d'expériences ont lieu, des capitalisations sur les expériences anciennes se déroulent et permettent aux uns et aux autres d'avancer de manière plus assurée. C'est tout le projet de Géopragma, c'est tout le projet auquel votre présence ici nous témoigne que vous portez intérêt et nous le souhaitons que vous vous associez. Nous sommes dans une démarche de retour au réel. Nous sommes dans une démarche qui vise à mettre fin à cette apesanteur stratégique dans laquelle la France et l'Europe se sont éloignées du réel pendant trop d'années. Finalement, l'aventure que nous souhaitons à Géopragma, elle est toute simple. Elle est l'inverse de tous les totalitarismes et de toutes les idéologies. Elle vise simplement à redonner aux mots leur sens, leur poids et leur goût de réalité. Merci. Oui, alors, après c'est Guilain. Quel challenge de parler après notre chère présidente et Hervé Juvin. Je ne suis pas du tout un orateur comme mes prédécesseurs, je suis plutôt une personne à laquelle on fait appel pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages de problématiques internationales ou d'affaires, dont vous m'excuserez par avance, j'espère, de devoir probablement lire un petit peu ce discours, enfin ces quelques mots. Donc Géopragma, vous l'avez compris, est pour nous tous une union de force sur un projet commun, celui de redonner à notre pays l'ambition de retrouver la concorde et l'équilibre de ses intérêts et de ses valeurs 100 ans après la fin du suicide généralisé que fut la Première Guerre mondiale. Géopragma, vous l'avez aussi compris, est donc tout sauf une officine ou une doctrine. Donc je le disais, notre projet est de mettre de l'huile dans les rouages d'une politique étrangère trop souvent grippée dans des postures, des idéologies, du court-termisme, parfois même du défaitisme et un atavisme confortable car il renifle l'air du temps avec les meutes plutôt que de redevenir la lumière du monde. C'est une lumière que nous savons fragile mais qui saura guider une France que nous voulons éprise d'analyse plutôt que d'invective, de terrain plutôt que d'imprécation, de vision à long terme plutôt que guidée par l'émotion. J'ai eu la chance de vivre au Moyen-Orient durant plus de 10 ans, où j'ai travaillé à la mise en place d'un centre d'analyse stratégique et de gestion des crises pour un État allié dans le Golfe. Et j'ai été donc confronté aux réalités de terrain directes et aux enjeux géostratégiques de la région durant les guerres d'Afghanistan, d'Irak et les multiples fractures béantes à l'aube des révolutions arabes, soi-disant des révolutions arabes. J'ai pu y comprendre le rôle unique, primordial et, je dirais, quasi mystique que la France avait à jouer au quotidien dans l'élaboration d'une politique étrangère équilibrée, comme dans la construction d'un soft power humain et juste. J'ai pu aussi constater qu'un certain nombre de nos compatriotes au Moyen-Orient et dans le Golfe défendent avec acharnement les intérêts économiques de la France,
dans une région qui a une importance majeure dans ce domaine, mais qui est subordonnée, c'est un fait, à l'influence anglo-saxonne, mais aussi aujourd'hui turque et chinoise, en politique comme en affaires d'ailleurs, bien entendu. J'ai réalisé qu'il fallait aider ces Français de France et de l'étranger, les aider à transmettre la volonté de revoir la France à la première place du podium international sur le plan économique et politique. La volonté aussi de retrouver une France fidèle à ses idéaux, mais certainement pas donneuse de leçons, ni empêtrée dans des décisions catastrophiques prises dans l'ivresse médiatique, l'influence sournoise de certaines puissances étrangères, ou dégainée par des dirigeants hébétés par les mutations auxquelles ils n'avaient rien compris ni rien appris. Volonté donc de retrouver la soif de France qu'ont la plupart des populations à travers le monde, une soif criante et véritable, un besoin de France quasi maternelle que j'ai pu constater également dans ces populations, mais aussi, et c'est là que se joue notre carte maîtresse, un intérêt de la plupart des pays du monde et de leur population de revoir une France forte, cohérente et volontaire sur le théâtre mondial. Aujourd'hui, les crises dans lesquelles la France est protagoniste ne sont pas toujours gérées comme il se devrait à mes yeux, car nous ne prenons pas forcément appui sur les bons leviers, les bons centres de gravité. La récurrente crise iranienne, par exemple, nécessite une approche d'un pragmatisme et d'une cohérence sans faille. Cas d'école d'une puissance fière mais au potentiel immense, l'Iran ne demande qu'à s'ouvrir, à condition d'en savoir saisir les parfums. Pourquoi ne pas s'appuyer dans cette crise sur un État pivot pour avancer nos vues dans les négociations internationales? Par exemple, nous pourrons citer le sultanat d'Oman, qui est sans doute la plus belle porte d'entrée vers l'aboutissement d'une paix durable dans la région du Golfe arabo-persique et au Yémen. Soi-disant chasse gardée anglo-américaine, Oman est une puissance maritime historique et le verrou du Golfe qui joue un rôle discret et efficace, proche de nos intérêts. Nous pourrions ici évoquer le dossier turco-kurde et la mise sur le papier de nos intérêts également, sans doute pas incompatibles avec ceux de nos alliés combattants kurdes. Évoquer les enjeux de la construction de la paix en Syrie, les mutations des monarchies du Golfe, la construction d'une ère post-interventionniste au Sahel, bénéfique pour les populations locales et toujours pour les intérêts de la France, la reprise en main d'une politique pérenne en zone Caraïbe pour trouver une solution à la crise vénézuélienne qui, non réglée, ne fera que renforcer les trafics aux portes de nos territoires. Il me semble important également d'alerter l'opinion sur les risques d'implosion de la société algérienne durant l'ère post-Bouteflika qui s'annonce, et pour apporter des solutions de contingentement des risques à nos portes qui auraient des conséquences pour la France bien plus graves encore que les guerres en Irak, Syrie ou Libye. Tous ces dossiers brûlants donc, pourront être traités par nos experts et par nos membres et futurs membres éclairés que nous savons nombreux dans cette salle et dans une approche pragmatique et robuste. Je vous remercie. Bien. Alors, je fais mal mon travail. C'était Guylaine Castelbajac. Voilà. Parce qu'on me fait des signes, désagréables. Bon, alors maintenant, vous allez écouter Jean-Philippe Duranton. Voilà. Merci. Bon, moi, je voudrais, pour ma part, vous parler d'Europe. Je suis toujours frappé par la façon dont ce sujet est présenté dans le discours politique, façon qui ne correspond nullement à ma perception et à mon expérience. On cherche en effet toujours à opposer des Européens et des anti-Européens, ceux-ci étant d'ailleurs généralement assimilés aux populistes. Mais on ne se demande pas de quelle Europe on parle. On ne s'intéresse pas à ses dimensions, à ses finalités, à sa nature. Les choses me paraissent beaucoup plus compliquées que cette opposition binaire et simpliste à laquelle on veut réduire le débat. L'Europe que nous avons construite, celle à 28 et plus encore à 27, a été bâtie autour de 3 objectifs. La réconciliation franco-allemande, la lutte contre le communisme soviétique, la volonté de constituer un grand marché, socle du développement économique. La première idée relève d'une vision historique, mais, et l'on ne peut que s'en féliciter, cette vision est à présent largement dépassée. La deuxième, la lutte contre le communisme soviétique, se réfère à un épisode de l'histoire qui a pendant de trop longues décennies masqué une nécessité en Europe, celle d'un équilibre entre l'Est et l'Ouest du continent.
La troisième idée, celle du développement économique, est éminemment sympathique, mais elle n'est pas propre à notre continent. N'oublie-t-on pas quelque chose dans cette approche? N'oublie-t-on pas que l'Europe est avant tout une culture, peut-être une civilisation, qu'elle a été forgée par une histoire, par des liens entre ses membres, liens complexes de proximité, d'attraction, mais aussi de rivalité. N'oublie-t-on pas que ses membres partagent des valeurs communes forgées par l'histoire, forgées par des intellectuels qui ont pu, parfois dans l'adversité, exprimer leurs idées et les diffuser dans leur pays, mais aussi dans les pays européens voisins, et parfois même les diffuser depuis les pays européens voisins et grâce à eux. Si l'on fonde la construction européenne sur un raisonnement géopolitique à court terme, n'est-on pas conduit à en réviser continuellement son organisation et sa gouvernance? Si on la fonde sur un souhait de développement économique, n'est-on pas condamné à l'étendre sans limite puisque ce souhait est quasiment universel? Ne doit-on pas, dans le contexte actuel, fonder davantage la construction européenne sur l'affirmation de notre culture et des valeurs que nous partageons? Si cette façon d'aborder les choses est la bonne, ne faut-il pas alors en tirer les conséquences? Par exemple, reconnaître ces valeurs forgées par l'histoire et les nommer. Reconnaître qu'elles peuvent différer parfois fondamentalement de celles d'autres cultures. Reconnaître qu'elles nous sont propres et que nous n'avons pas à chercher à les imposer à d'autres, de même que d'autres n'ont pas à chercher à nous imposer les leurs. C'est notamment à cette approche que j'aimerais réfléchir avec mes amis de Géopragma, d'une manière réaliste, sans faux semblant, en regardant les choses en face, qu'elles nous plaisent ou non. J'ai pour ma part quelque expérience des politiques industrielles nationales et européennes, des négociations internationales dans le domaine industriel et financier, et des rivalités économiques qui les sous-tendent souvent. J'aimerais contribuer à cette réflexion, et c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Bien, maintenant c'est au tour de Monsieur l'ambassadeur Gérard Chenel. Merci Madame la Présidente. C'est pas assez près encore, mais je ne vais pas l'avaler. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous voir nombreux ce soir. Je vais commencer mon intervention par une petite histoire que j'ai vécue et qui fait partie de la grande histoire. C'était le jour où je prenais mes fonctions de directeur adjoint d'Asie. Le directeur partait immédiatement à Séoul pour accompagner notre président. Le 16 octobre 2000, le président, M. Chirac, partait à Séoul pour le sommet de l'ASEM. Avant cela, il s'était concerté avec ses collègues anglais, M. Tony Blair, et allemand, Gerhard Schröder, au sujet de la question « Est-ce que nous allons reconnaître ou non le régime de Pyongyang ?» Et comme ce sommet de l'ASEM avait lieu quelques mois seulement après la déclaration conjointe Kim Dae-jung-Kim Jong-il, ils décidèrent de ne pas reconnaître Pyongyang pour ne pas interférer dans ce dialogue qui s'instaurait. Voilà, ils prennent l'avion tous les trois avions différents bien sûr, et en arrivant à Séoul, M. Chirac apprend que non, finalement, les Anglais vont reconnaître Pyongyang, finalement les Allemands vont reconnaître Pyongyang. Il n'a pas beaucoup apprécié ce qu'il a considéré comme une trahison et il a décidé, lui, de ne pas reconnaître Pyongyang. Il rencontrait le président sud-coréen juste après, M. Kim Dae-jung, et il lui dit que la France serait vertueuse. M. Kim Dae-jung lui dit « Mais vous faites ce que vous voulez. Non, nous ne reconnaîtrons pas Pyongyang. » Voilà, le résultat de cette affaire, c'est d'abord une belle cacophonie au plan européen, mais ce qui est assez surprenant, c'est que malgré tout ce qui s'est passé dans la région et dans le monde depuis maintenant presque 18 ans, la situation n'a pas évolué d'un pouce. Voilà. Alors l'intention de Géopragma, ce n'est pas de prôner une reconnaissance par la France du régime de Pyongyang, ni non plus de recommander que nous ne changeons pas de position. Notre idée, c'est de recueillir les opinions des uns et des autres, opinions de spécialistes ou simplement de gens intéressés, pour essayer de définir une position qui ne s'embarrasse pas d'idées préconçues et ne se laisse pas entraver par le poids de l'histoire. Dans cet esprit, de très nombreuses questions méritent d'être considérées d'un œil neuf. Restons un instant encore en Corée. Encore une expérience personnelle.
difficile à vivre, vous allez voir. À la fin des années 90, à l'issue d'une compétition sanglante avec Siemens, Alstom emporta la construction du TGV Séoul-Busan, 300 km. L'entreprise française avait dû, pour cela, faire de tels sacrifices financiers que l'on a parlé d'une victoire à la Pyrrhus. Alors, pour éviter de retomber dans ce genre d'errement, les deux entreprises décidèrent de s'allier pour présenter une offre conjointe pour le TGV de Taïwan, qui est à peu près équivalent à 350 km de Taipei à Kaohsiung. La locomotive serait Siemens et les wagons Alstom. Cette formule semblait devoir réussir. Quand j'arrivais à Taipei fin 97, le couple franco-allemand entrait dans la phase finale des négociations avec le Taiwan High Speed Railway Consortium. C'était pratiquement gagné. Mais c'était sans compter avec la volonté farouche de la concurrence japonaise qui voulait à tout prix exporter enfin le Shinkansen. Le Shinkansen n'avait jamais été vendu à l'extérieur du Japon. Donc les Japonais ont fait un effort financier considérable et ils ont profité des circonstances. On ne pouvait pas le prévoir, mais le 21 septembre 1999, il y a eu un tremblement de terre gigantesque qui a affecté la totalité de Taïwan, qui a fait 2400 morts en 50 secondes et qui a quand même un petit peu affecté le moral des gens. Mais ça a permis aux Japonais de faire valoir leur expérience en matière de tremblement de terre, l'expérience qu'ils ont affirmée bien supérieure à la nôtre. Toujours est-il que ceci s'agitant à cela, eh bien, c'est eux qui ont emporté le TGV. Alors on s'est consolé en pensant que ce qui était important, c'était le TGV chinois, qu'on allait sûrement obtenir le TGV Pékin-Shanghai, qui était beaucoup plus important. Mais tout à nos problèmes avec Taïwan, on n'avait pas vu que la Chine n'avait aucune intention de laisser réaliser un TGV par aucune entreprise étrangère. Elle voulait le faire elle-même, bien sûr. Alors cela conduit à plusieurs questions. Avons-nous bien pris la mesure de la puissance industrielle chinoise et de la rapidité de ses progrès? Avons-nous bien calculé les conséquences des transferts de technologies concédés dans plusieurs domaines clés de notre industrie, les chemins de fer, mais aussi l'aviation, les centrales nucléaires? On disait à l'époque qu'on se gardait une année d'avance. À l'époque, quand j'étais en activité dans ces régions, il y a une dizaine d'années encore, on se gardait une année d'avance. Excès de confiance, naïveté. Avons-nous suffisamment apprécié la concurrence que la Chine est maintenant en mesure de nous faire dans ces domaines clés sur des marchés tiers? Avons-nous tout simplement une politique chinoise? Face aux ambitions grandissantes de la Chine, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut chercher à la contenir? Et comment? Ou est-ce qu'il faut coopérer, comme le recommandait M. de Villepin l'autre jour dans un colloque à la Sorbonne? Voilà, il faut en discuter. Il faut y réfléchir. Ce soir, je resterai sur l'Asie puisque le temps nous est compté et je me contenterai de poser encore quelques questions qui me paraissent majeures. L'Inde, par exemple. Est-ce qu'il faut jouer l'Inde contre la Chine ou le contraire? Observons de près l'évolution des rapports entre ces deux géants asiatiques. Est-ce qu'il faut souhaiter qu'ils se rapprochent? À la Sorbonne encore, l'autre jour, j'entendais un professeur au Collège de France qui disait qu'on avait parlé de Chine-India à une époque, les deux superpuissances qui se rapprocheraient. Est-ce qu'il faut le souhaiter? Est-ce qu'il faut le redouter? C'est des questions qu'il faut absolument se poser. La Russie, grande puissance asiatique, puisqu'elle occupe quand même le tiers nord du continent, elle mériterait à elle seule une foule de questions. Je me contenterai aujourd'hui de nous demander si un resserrement des liens de la Russie avec l'un ou l'autre des deux autres géants asiatiques, voire avec les deux, ne provoquerait pas un véritable basculement stratégique qui affecterait la planète entière. Demandons-nous aussi quelles seront les conséquences du réchauffement climatique, conséquences positives, celles-là, qui permettront à la Russie d'exploiter des millions et des millions d'hectares supplémentaires de terres cultivables en Sibérie. Ça change considérablement la donne. Un autre petit pays d'Asie, l'Indonésie, 4e puissance démographique mondiale, 1er pays musulman, agressé aujourd'hui par l'influence wahhabite. Est-ce que nous avons pris la mesure de ce leader de l'ASEAN? Que comptons-nous faire? J'ai appris récemment que Total, qui est présent dans ce pays depuis plusieurs décennies, se retire. C'est bien dommage. L'ancienne Indochine française, est-ce que nous y occupons toute la place qui devrait être la nôtre? Quid de la langue française en particulier?
Dans tous ces cas, mon souhait en participant à la fondation Géopragma, c'est que nous nous posions des questions cruciales, qu'elles plaisent ou non, et que nous réfléchissions avec vous aux réponses possibles. Nous ne détenons aucune vérité particulière. Nous souhaitons rassembler sur tel ou tel thème des hommes d'affaires, des universitaires, des chercheurs, des diplomates, des journalistes, des étudiants, des gens d'expérience, pour trouver des voies nouvelles. Voilà. Bien, maintenant je cède la parole à Alexis Fertchak, qui est évidemment le plus jeune d'entre nous, mais non pas le moins brillant. Merci Caroline et bonsoir à tous. Comme vous le disiez, je n'ai pas l'expérience des autres membres de Géopragma, mais j'ai souhaité faire partie de l'aventure après avoir fait un constat qui est, je crois, partagé par une certaine partie de ma génération, celle née après la chute du mur de Berlin. Nous n'avons pas connu la guerre froide et nous avons été bercés au contraire par l'esprit des années 90, celui d'une fin de l'histoire, comme on disait à l'époque, avec assurance, garantie par ce que l'on appelait encore, avec assurance à l'époque, l'hyperpuissance américaine. Non que nous ayons lu à l'époque Fukuyama, mais les journaux télévisés nous montraient un monde sous contrôle, progressiste, doux et tempéré, avec certes des marges conflictuelles résiduelles, mais qui étaient régulées par une armée américaine que l'on présentait alors comme le gendarme du monde. Alors les missiles Tomahawk pouvaient bien tomber sur Belgrade, mais il y avait quelque chose de chirurgical, de froidement rationnel. Il y avait également un rapport de force qui rendait l'issue de tout conflit presque inéluctable. Le bloc de l'Ouest, qui avait remporté la guerre froide, ne pourrait pas être arrêté dans sa marche par quelque État récalcitrant ou par quelques groupes révolutionnaires qui se seraient trompés de décennies. Certes, à l'époque, il y avait bien quelques penseurs audacieux qui voyaient dans les guerres d'ex-Yougoslavie de sombres présages. Certains ici en font d'ailleurs partie. Mais force est de constater qu'ils étaient bien inaudibles parmi les voix de la pensée dominante qui ne doutaient pas encore d'elles-mêmes. Mais les années passèrent, et les titres des journaux télévisés laissaient peu à peu comme l'ombre d'un doute. Et la gouvernance mondiale ne ressemblait pas à un conseil d'administration d'une grande multinationale. 2001 est arrivé, j'avais pour ma part 9 ans, les tours du World Trade Center sont tombées, puis les soldats occidentaux se sont embourbés en Afghanistan, puis en Irak. Oui, quelques moudjahidines pouvaient tenir tête à la première armée du monde. Comme les grandes guerres n'étaient plus possibles, les petites guerres prenaient leur revanche. Le monde qui s'annonçait pour ma génération n'était pas celui des journaux télévisés que nous regardions enfants. Ce que nous pouvions envisager de l'avenir n'était pas cette mondialisation heureuse que promettaient les années 91 et suivantes. Mais cette prise de conscience alors n'était que diffuse, parce que les images du 11 septembre étaient tellement extrêmes qu'elles paraissaient lointaines, l'Irak et l'Afghanistan également. Mais les événements allaient se succéder à un rythme de plus en plus rapide, jusqu'à la vague d'attentats qui secoue aujourd'hui l'Occident et en réalité le reste du monde. Avec ces événements, grandissait la certitude que l'histoire était de retour, une histoire historiquement tragique. Il n'y avait plus le village global heureux d'un côté, séparé par un mur étanche, quelques zones d'ombre, de troubles et de violence, survivances d'une époque révolue, mais il y avait au contraire un village global, agité par des passions souvent négatives, aux conséquences parfois tragiques, qu'elles soient économiques, culturelles, religieuses, politiques ou écologiques. Cette nouvelle réalité change considérablement notre manière de comprendre le monde et surtout peut-être de le raconter. C'est, je crois, l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité devenir journaliste. Pour comprendre le monde, il ne suffit pas d'opposer les gentilles démocraties aux méchantes dictatures, même s'il existe toujours des dictatures et des démocraties. Et de ce point de vue-là, la crise ukrainienne a été pour moi un électrochoc. La grille de lecture était en 2014 terriblement binaire. Le méchant Poutine d'un côté, les gentils Européens de l'autre. Mais rien ou presque n'a été dit sur l'histoire de l'Ukraine, sur son ouest qui dépendait jadis de l'Empire austro-hongrois, sur son est qui fut le berceau de l'Empire russe. Rien ou presque n'a été dit non plus sur les promesses faites par les Américains à Gorbatchev à propos de l'avancée de l'OTAN. Bref, on nous racontait des faits qui se déroulaient quotidiennement,
mais sans leur contexte. En Syrie, la même histoire nous fut contée, celle du méchant Bachar qui allait forcément tomber puisqu'il était méchant, et des gentils rebelles qui allaient forcément gagner puisqu'ils étaient gentils. Et tout ceci allait se passer en quelques semaines, parce que le temps médiatique déteste le temps long. Mais rien de ce qui devait arriver n'arriva. Notre manière de raconter le monde, encore très années 90, patine. Elle n'imprime plus, comme on dit aujourd'hui, et elle est souvent contredite par les faits. Le référendum de 2005, déjà, ne pouvait pas être perdu, puisque l'Europe, c'est bien. Le Brexit ne pouvait arriver, puisque le nationalisme est mauvais. Trump ne pouvait pas l'emporter, puisqu'il est populiste. Plus le temps passe, et plus des pans entiers de l'actualité échappent à la rationalité médiatique. Notre difficulté grandissante à décrire la marche du monde est l'une des raisons de la montée en puissance, probablement, des fake news, des diverses théories du complot, mais comme souvent, nous confondons les faits et la cause. Et comme de plus en plus de sujets échappent au discours médiatique dominant, l'on choisit de se demander si ces phénomènes que l'on ne comprend pas ne relèveraient pas en réalité de la psychiatrie. Comme nous ne voulons pas nous demander, ou avons du mal à nous demander pourquoi Donald Trump a été élu, nous nous demandons tous les jours à chacun de ces tweets si finalement le président américain ne serait pas fou. Et déjà quelques mois après la crise ukrainienne, il en allait de même avec Vladimir Poutine. Ne serait-il pas autiste, demandaient alors les médias américains. Aujourd'hui, nous demandons également si Rodrigo Duterte aux Philippines, si Kim Jong-un en Corée du Nord ne sont pas également fous. Mais pendant ce temps-là, nous ne voyons pas que Rodrigo Duterte se rapproche de la Chine et de la Russie, dans un contexte explosif de la mer de Chine méridionale. Demandons par exemple à des Français ce qu'ils retiennent de Rodrigo Duterte. Ils retiendront probablement seulement le dictateur que par ailleurs il est. Il en va de même avec la Corée du Nord. On préfère ne pas parler de la finalité de son régime, de la stratégie de la dissuasion, de l'erreur immense des États-Unis qui ont supprimé les deux dictateurs, Saddam Hussein et Muammar Kadhafi, qui avaient fait plus ou moins le jeu du désarmement. C'est pour toutes ces raisons, parce que en tant que journaliste, je n'ai pas envie finalement de me demander si Poutine est méchant ou si Kim Jong-un est fou, mais parce que j'ai envie assez froidement de comprendre les intérêts et les passions qui conduisent le monde chaque jour à des tragédies. Pour toutes ces raisons que j'ai souhaité avec mes amis de Géopragma, eh bien, m'engager dans ce nouveau think tank. Bien, l'avant-dernier orateur, ce sera Pierre Delauzin. Merci, Madame la Présidente. Donc, moi, je suis rentré dans le chaudron de la géopolitique dans les années 70 avec le général Pinatel. Nous étions ensemble et nous préparions des fiches ultra rapides pour les décideurs pour les conseiller sur des crises qui étaient à dominante militaire, mais dans lesquelles ce qui nous apparaissait fondamental, c'est de les inscrire dans un cadre beaucoup plus large où on intègre toutes les dimensions culturelles, religieuses, idéologiques et autres. Ensuite, je suis sorti du chaudron en question et je suis tombé dans celui de la finance où j'ai été pratiquement jusqu'à maintenant. Mais assez curieusement, j'ai retrouvé une dimension commune qui est celle de la crise. Parce que, alors je ne sais pas si c'est le destin, alors Confucius dirait que c'était le ciel qui le demandait, mais je me suis trouvé donc dans la crise latino-américaine et polonaise au Club de Paris. Je m'occupais du Club de Paris en 82. J'étais en direct au crack de Wall Street en 87. J'ai été président du deuxième sinistre bancaire français, l'UIC, dans le groupe GAN, à la fin des années 90. Et j'étais en direct à la Fédération bancaire sur la crise de 2008. Alors bien entendu, je dénie toute responsabilité dans ces événements et aussi toute forme de sadisme qui me conduirait à m'intéresser à ces choses-là. C'est vraiment, ça s'est enchaîné, ou alors c'est effectivement, c'est peut-être la voie du ciel. En tout cas, du coup, j'ai réuni les deux dans l'idée qu'effectivement, par rapport à la plupart des gens dans les domaines financiers ou même en économie en général, ce n'est qu'en l'inscrivant dans un cadre beaucoup plus large qu'on les comprend, et deuxièmement, en comprenant que ce n'est pas vraiment régulé. Je veux dire par là que ce sont des choses qui sont d'une propension régulière à ce qu'on appelle des crises.
qu'on pourrait appeler des tragédies aussi, enfin, qui sont des crises. Alors j'ai traduit ça l'an dernier dans un livre qui s'appelle « Guide de survie dans un monde instable, hétérogène et régulé », qui est tout un programme qui est effectivement géopolitique, mais avec une dimension économique et financière, mais mise dans un ensemble. Parce que je pense qu'effectivement, ce qui caractérise notre monde, c'est ça, c'est qu'il est instable, hétérogène et non régulé. Alors on a beaucoup parlé de l'Asie, effectivement. Moi, ce qui me frappe, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Asie. Vous avez des puissances qui montent en Asie et qui, dans 10, 20, 30, 40 ans, seront des puissances considérables, y compris sur le plan militaire et diplomatique. Or, ces gens-là n'ont aucune tradition historique de rapports bilatéraux, sauf rares exceptions. Si vous prenez la Chine et l'Inde n'ont jamais eu de relations historiques, et notamment pas de relations de puissance. La seule relation qu'ils ont eue, c'est le transfert du bouddhisme de l'un à l'autre dans les premiers siècles et la petite guerre de 1962. Or, ils auront à gérer quelque chose qui n'est pas du tout dans leur expérience. Alors, eux cherchent à puiser dans leur passé et dans l'histoire longue, comme on l'a dit, mais ils n'y trouvent pas quelque chose qui les éclaire dans ce problème nouveau. C'est vrai mutuellement, mais c'est vrai donc de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Japon et des États-Unis, pour ne penser que les plus gros. Donc on a, admis d'évidence, une situation complètement inédite dans l'histoire de l'humanité et qui manifestement est, comme je l'indiquais, hétérogène, instable et évidemment non régulée. Alors, ce qui est vrai, évidemment, dans ces domaines politiques et stratégiques, l'est sur le plan économique et financier, qui m'est un peu plus familier. Donc, on a des masses énormes de capitaux qui, maintenant, circulent extrêmement vite. Elles sont réglementées, et la réglementation a été renforcée assez fortement après 2008, mais ne sont pas régulées. Et on l'a vu, là aussi, en 2008. Alors, c'est d'autant plus vrai, donc il est bien évident qu'il faut s'attendre à de nouvelles crises. Dire qu'il n'y aura pas de nouvelles crises est une naïveté complète, c'est une non-lecture de l'histoire passée. On a massivement renforcé, certes, le blindage, si j'ose dire, et la capacité de résistance des institutions financières. Mais on n'a pas fait disparaître la possibilité même de crise. Alors, c'est d'autant plus le cas que la méthode qui a été utilisée par les banques centrales, qui s'appelle quantitative easing, c'est-à-dire en bon français la planche à billets, est une méthode qui est très adaptée au moment de la crise même, donc en 2008-2009, mais qui dure depuis 10 ans. Dure depuis 10 ans, ça veut dire deux choses. D'une part, c'est un symptôme inquiétant de non-retour à la normale, mais d'autre part aussi, c'est la source de la diffusion massive de toxines dans le village planétaire dont on parlait. Et donc, sur ce plan-là, on crée aussi les conditions de possibles crises à l'avenir. S'y ajoute cet événement effectivement plus géopolitique, qui est le fait que les puissances qui montent voient en même temps leur monnaie s'affirmer, alors tout le monde le voit dans le cas du yuan, et donc on aura une diversité de monnaies, enfin au moins le yuan et le dollar, éventuellement d'autres, d'une manière qu'ils ne connaissaient pas. Le dollar était lié à une politique de puissance des États-Unis, le yen ne l'était pas. L'euro ne l'est pas véritablement. Il joue un rôle de protection relative sur le plan économique, mais ce n'est pas l'instrument d'une puissance. Le yuan le sera beaucoup plus. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces monnaies ne sont pas non plus saines ou mieux gérées que les autres. On parle des déficits américains, mais la manière dont la Chine a géré son économie et ses finances depuis la crise de 2008 ressemble étrangement à celle des Occidentaux, c'est-à-dire une forme aussi de quantitative easing. Tout ça se traduit d'ailleurs un peu partout par une augmentation massive de l'endettement, c'est-à-dire que l'endettement des agents, qu'ils soient publics ou privés, est beaucoup plus élevé rapporté au PNB aujourd'hui qu'il ne l'était en 2008. Or, comme vous le savez, l'endettement est le moyen principal de transmission des crises. Si vous n'avez pas d'endettement, une crise se traduit par un appauvrissement relatif des acteurs. Si vous avez un endettement, vous avez un effet domino. Donc le croissement de cet endettement est extrêmement dangereux. Et on voit évidemment le lien avec le quantitative easing. C'est le quantitative easing qui, mettant les taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas, a considérablement facilité cette hausse proprement démentielle de l'endettement. Donc les données de transmission de la crise sont là, mais évidemment, plus on avance dans le temps avec la montée des puissances, plus ça sera une crise qui ne se limite pas au domaine financier, mais qui s'étend évidemment au domaine géopolitique. Il suffit de voir d'ailleurs les liens sur ce plan-là entre Chine et États-Unis. Les achats massifs de dettes américaines par les Chinois
et la perspective de dépendance mutuelle, mais aussi de transmission de crise que ça entraîne. Donc, on pourrait prolonger le constat dans d'autres domaines culturels ou même anthropologiques, mais ce qui me paraît se déduire de cette situation-là, c'est deux choses. D'une part, il y a un besoin de pôle de stabilité, ou plus exactement, de pôle de référence. Pour moi, le pôle de référence politiquement, c'est le lieu de solidarité, le lieu de solidarité réelle entre des personnes. Pour moi, c'est clairement le principe national. C'est-à-dire que là, il y a un lieu de solidarité, de communauté de destin. En Europe, il y a la possibilité d'une coopération. Mais il n'y a pas de peuple européen, donc il n'y a pas la même communauté de destin. Deuxièmement, et là, évidemment, c'est le thème principal de Géopragma, c'est le problème posé par le plaquage de schémas de lecture idéologique. On en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas insister dessus. On l'a vu encore au Moyen-Orient. C'est-à-dire un plaquage moraliste qui, à mon avis, consiste pas à mettre la morale là où il ne faudrait pas, mais à une conception fausse de la morale. La bonne conception de la morale, c'est de rechercher qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans une situation donnée, et pas à plaquer des schémas a priori sur une situation en manipulant de façon dialectique les sentiments émotifs que créent effectivement les proclamations prétendument moralisantes. D'où à nouveau mon entrée dans Géopragma et le plaisir que j'ai à cette table et à voir que vous êtes nombreux et visiblement intéressés. Merci beaucoup. Last but not least, notre secrétaire général, le général Pinatel. Bonsoir, mesdames, messieurs. Écoutez, merci d'abord d'être là pour nous soutenir. Après tous ces orateurs brillants, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mais écoutez, j'ai à vous dire d'abord pourquoi je suis là, et deuxièmement pour vous dire comment on va travailler, puisque le secrétaire général c'est toujours la cheville ouvrière d'une association. Alors pourquoi je suis là? Eh bien, cette idée de me regrouper avec d'autres analystes pour essayer d'analyser, de recenser, d'analyser les intérêts de la France est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, et depuis effectivement les années passées avec Pierre Delauzun au groupe permanent d'évaluation des situations, qui pour moi a été une période de ma vie tout à fait exceptionnelle au service des intérêts de la France. Mais l'élément déclencheur a été pour moi la crise syrienne, et la façon dont le tandem Laurent Fabius, François Hollande a géré cette crise. Et je suis allé m'ouvrir à Caroline Galacteros, notre présidente, qui avait fait le même chemin que moi de son côté. En effet, nos dirigeants de l'époque se sont complètement trompés sur le diagnostic. Le régime d'Assad, par rapport à nous, ce que l'on savait, le régime d'Assad va tomber en quelques semaines. Et en fait, on a eu la sensation qu'ils étaient en permanence à la remorque, pour ne pas dire au service d'intérêts qui n'étaient pas les nôtres. Avec une poignée d'analystes, d'ailleurs, qui étaient, on pourrait dire, les insoumis de la pensée unique, on n'a pas cessé de dénoncer cette politique et de prédire, d'ailleurs, qu'ils n'arriveraient pas à déloger Assad, et qu'en armant des rebelles dits modérés, on ne ferait qu'ajouter la guerre à la guerre pour le malheur du peuple syrien, et que nous en paierions le prix avec le sang des Français. En effet, pour moi et pour beaucoup, c'est la déstabilisation des structures étatiques au Moyen-Orient qui a été initiée en 2003 sous le faux prétexte des armes de destruction massive en Irak par les États-Unis, et qui a été poursuivi en Syrie à partir de 2012 sous couvert de printemps arabe, qui a permis l'émergence et le développement de Daesh, et donc des attentats que nous avons eus sur notre sol. Et même si les faits nous ont donné malheureusement raison, j'ai compris que seul, il n'était absolument pas possible de peser sur les décisions concernant ses intérêts stratégiques, d'où Géopragma.
tous les membres qui se sont exprimés vous ont, avec la diversité de leur parcours, vous ont exprimé la même conviction, à laquelle s'ajoute la certitude qu'il est nécessaire de connaître les faits et les processus qui sont à l'œuvre behind the curtain, comme disent les anglo-saxons, pour non seulement appréhender la complexité des forces qui s'exercent, mais aussi être en mesure de comprendre l'évolution des enjeux et des risques auxquels nous sommes confrontés. Enfin, vous avez vu, nous portons tous en nous une certaine idée de la France. Nous voulons non pas servir un pays replié sur lui-même, mais un État fort et un peuple ouvert sur l'avenir qui assume son passé et les valeurs que nous avons reçues, et qui est déterminé à les enrichir et à les promouvoir sans ostraciser personne sous un quelconque prétexte, qu'il soit religieux, politique, idéologique ou humanitaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Alors, comme l'a dit notre présidente, nous allons commencer par essayer de définir quels sont les intérêts stratégiques de la France dans ce monde en plein bouleversement, comme on vous l'a décrit. Cela va consister à quoi? Cela va consister effectivement à lister tous les dossiers et tous les thèmes qui nous paraissent importants et qui concernent les intérêts généraux du pays, de nos entreprises françaises et même des Français. Et puis ensuite, nous allons les articuler en fonction de leur gravité, de leur occurrence à plus ou moins long terme et de l'influence systémique qu'ils exercent les uns sur les autres. Et c'est là que, d'ailleurs, où nous avons besoin de vous, car dans notre idée, avec ceux qui nous rejoindront en adhérant à Géopragma, nous allons constituer des groupes de 5 à 6 experts pour analyser ces objets et mesurer leur implication réciproque en fonction des avenirs envisageables et des décisions qui pourraient les concerner. Ce travail, j'en ai acquis l'expérience à la fois dans mon parcours universitaire, puisque j'ai été pendant plusieurs années le secrétaire général du Centre d'études de politique défense de l'Université de Paris 1. Dans mon parcours militaire, on en a parlé, et plus récemment, au service de grandes entreprises françaises. Et nous voulons réaliser ce travail, non pas aussi en utilisant les moyens électroniques, de façon à permettre à ceux qui ne sont pas présents à Paris, et nous avons déjà beaucoup de gens de France et d'étrangers qui nous ont dit vouloir y contribuer. Un groupe synthèse sera en permanence en contact avec les pilotes de chacun de ces groupes pour à la fois répondre à leurs questions et pour leur transmettre les inputs venant des groupes de travail. Alors nous voulons, avant l'été, avoir produit un premier document qui sera certes incomplet et imparfait, mais qui sera d'une qualité suffisante pour le diffuser à tous nos adhérents, afin que pendant l'été, ils puissent nous adresser leur retour et que, en gros, fin septembre, début octobre, nous puissions fixer de nouveaux objectifs à l'occasion de notre première Assemblée générale ordinaire, puisque une association fonctionne de cette façon-là. La majorité d'entre vous possède une expertise pointue, que ce soit d'un pays, d'une région, d'une thématique structurante, qu'elle soit culturelle, une religion, ou même une industrielle, une source d'énergie, une matière première, ou même d'un secteur aéronautique, transport maritime, ou même dans le droit international ou financier. Donc nous vous faisons un appel, venez nous rejoindre. Si vous êtes, comme nous, persuadés qu'on est au siècle de l'intelligence partagée, mais qu'il faut également confronter cette capacité de penser avec une réalité concrète du terrain. Et ça, c'est pour nous tout à fait important. Et également
qu'il faut aujourd'hui préparer l'avenir, quelles que soient nos convictions religieuses, politiques, philosophiques. Et enfin, rejoignez-nous si vous êtes persuadés comme nous qu'il est temps de définir une vision stratégique pour la France, pour les entreprises françaises et pour les Français pour les années à venir. Voilà, donc cette présentation est maintenant terminée. Merci à tous.